Bonjour Mario, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous te remercions, Josie, Auréane, Sandrine et Carole, d'être présents avec nous pour pouvoir parler des violences éducatives ordinaires. Mais avant tout, avant d'en parler, nous aimerions que tu te présentes. Donc, bonjour à toutes, merci de m'avoir invité. Donc, je suis Mario Viana, j'ai plusieurs métiers. Je suis psychopraticien et avant d'être psychopraticien, je suis monteur-réalisateur de documentaires. Je suis d'origine portugaise, donc j'ai une double nationalité, française-portugaise. Je suis venu en France à l'âge de 16 ans pour fuir la dictature au Portugal, parce qu'à 16 ans, on était déjà poursuivi par la police politique à l'époque. Donc, donc voilà, quand je suis venu en France, j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi l'être humain peut être aussi violent et aussi méchant. Donc, je me suis intéressé à tout ça depuis 40 ans, 50 ans presque. Et j'essaye de comprendre donc le pourquoi la violence de l'être humain et après le pourquoi la violence éducative. Parce que je pense que, effectivement, si on est violent, si l'être humain est violent aujourd'hui, c'est beaucoup, en partie, beaucoup, oui, à cause de la violence faite aux enfants. Les enfants se développent avec cette violence et donc ils deviennent forcément des adultes, ils peuvent devenir des adultes violents. Donc voilà, donc j'ai fait avec Michel Maignan plusieurs documentaires pour essayer de comprendre le pourquoi de la violence. Le premier, c'était Amour et châtiment, et le dernier, c'était L'Odyssée de l'empathie. Et essaye de comprendre, par le biais de ces films, le pourquoi on arrive à ce niveau de violence. Lors de nos discussions et de nos échanges pour préparer cette interview, tu m'as parlé effectivement de ce moment fondateur pour toi, ce film de l'Odyssée de l'empathie et du travail sur la question de l'empathie et de l'origine de l'empathie et de ce qu'elle devient finalement chez l'être humain en fonction de son environnement et du lien que tu as pu faire avec les violences éducatives ordinaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, effectivement, tout ce travail qu'on a fait, c'était en fait le film, c'est pas à vrai dire un film, c'est plutôt un document, c'est une suite d'interviews, donc de recherches. Quand nous sommes allés voir les Bushmen au Kalahari, c'est un peuple il n'y a pas que eux d'ailleurs, il y a les Inuits qui sont un peu dans cet esprit-là aussi, mais eux, ils n'ont pas, à proprement dit, de territoire et ils n'ont pas de biens personnels. C'est-à-dire qu'ils ont des biens qui appartiennent à la communauté. Et de ce fait, ils n'ont absolument aucune violence. Et quand on leur demande, à la fin de la semaine qu'on a passée avec eux, quand on leur a demandé s'ils frappaient les enfants, si ça leur arrivait de frapper les enfants, au départ, ils ont pas compris la question. Ça a commencé par ça. Ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Ils ont dit, pourquoi faire? Pourquoi on taperait les enfants? Eux, ils disent, un enfant, il est en train d'apprendre. Donc, tout ce qu'il fait, c'est de l'apprentissage. Donc, il ne fait pas des bêtises, il est en train d'apprendre et il peut faire des erreurs parce qu'il est en train d'apprendre, c'est tout. En fait, en travaillant sur l'empathie, vous vous rendez compte que la violence, finalement, elle n'existe pas forcément chez certains peuples et qu'elle a été finalement, elle s'est développée en fonction de l'environnement dans lequel l'être humain vivait. Et je me souviens, lorsque ton film est sorti, du chamboulement en fait, que ça a provoqué. Moi, je me souviens dans mon entourage, parce que ici en France, dire que la violence n'existe pas à l'origine de l'homme, c'est faire 360 degrés. Et dire que finalement elle est construite, cette violence, c'est pas encore quelque chose, c'est pas encore une idée qui est très répandue. Qu'est-ce que toi, tu peux dire sur cette question-là? Est-ce que toi, après ce film-là, tu sens encore que cette idée, elle est très présente chez nous en France et que c'est compliqué d'en parler? Ça reste très, très compliqué. Très, très compliqué parce que, si tu veux, à partir du moment que nous, sous cette idée de dire que quand l'être humain naît, il naît bon et que c'est de par son éducation, de par son formatage, comme on pourrait dire maintenant,
qu'il devient violent, c'est-à-dire que quelque part, on est en train de mettre en cause l'éducation qu'on a reçue. Donc, c'est très difficile pour la plupart des personnes, je dirais presque pour tout le monde, c'est très difficile de dire mes parents se sont trompés. Alors, moi, je n'aime pas ce terme-là de mes parents se sont trompés, parce que moi, à chaque fois, je dis les parents ne se sont pas trompés, les parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec les moyens qu'ils avaient, avec le savoir qu'ils avaient. Mais voilà, quand on dit s'il y a de la violence, c'est parce que l'éducation a été mauvaise, on est forcément en train de mettre en cause l'éducation de nos parents. C'est extrêmement difficile pour qui que ce soit de dire mes parents se sont trompés. Voilà. Donc en France aujourd'hui, effectivement, on a fait passer la loi sur les violences éducatives. Le film il a été fait en partie aussi pour mobiliser les idées contre ces violences. Même si la loi est passée, tu vas partout et tu entends les gens dire oui, mais bon, j'en ai reçu, je ne suis pas mort. J'en connais même des amis à moi qui sont bienveillants et qui sont contre les violences éducatives, qui, quand même, autour d'une discussion, vont me dire oui, mais bon, je m'en suis pris quelques-unes et heureusement, parce que grâce à ça, je suis devenu quelqu'un de bien. Donc, si tu veux, ça reste encore très difficile de faire admettre l'idée qu'on peut faire autrement. À la limite, je dirais presque, on est d'accord sur l'idée, pour la mise en pratique, c'est très difficile. Et je pense que c'est normal, et je pense que maintenant que la France, parce qu'on parle de la France, mais plein d'autres pays, mais maintenant que la France a adopté cette loi, je pense qu'il faut attendre 2-3 générations pour que on arrive, comme les pays scandinaves, comme la Suède, qui étaient les premiers précurseurs là-dessus, à dire que la violence éducative, ça ne correspond à rien. Et ça n'amène à rien. Et si tu vas en Suède et si tu demandes à qui que ce soit s'ils frappent les enfants, ou s'ils sont même pas frappés, mais s'ils sont juste violents, même intellectuellement, parce que qu'est-ce qui est le plus violent à la limite? Est-ce que c'est de frapper ou est-ce que c'est d'humilier un enfant? Je pense que les deux sont extrêmement violents. En Suède, les gens, pareil, ils ne comprennent plus ce genre de questions. Et donc, ils ont beaucoup moins de violence que nous. Moi, j'aimerais rebondir, pardon, hein, Sandrine, parce que en t'écoutant parler, ça signifierait qu'il y a un inconscient collectif qui vient du fait qu'on est devenu sédentaire, que l'on a eu des biens, une société patriarcale en plus de cela, et la violence faite envers les enfants pourrait émaner du fait qu'on les possède. Ce sont nos enfants. Oui, il y a ça, oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, dans le langage commun, on dit ce sont mes enfants. On ne dit pas. En même temps, c'est bien de dire ça. Je veux dire, on n'a pas vraiment un autre terme pour dire ce sont mes enfants, mais voilà, ils sont à moi. Donc, on a effectivement, comme tu dis, un droit patriarcal. Et c'est marrant que tu me dis ça, ça m'a fait flasher sur des civilisations matriarcales qui existent. Et ces civilisations-là, eh bien, il y a beaucoup moins de violence, déjà. Et c'est pour ça que je suis un fervent adepte d'une civilisation gérée par des femmes, parce que je pense que ça peut être beaucoup, beaucoup plus intéressant, ça peut être beaucoup mieux que celle faite par les hommes qui ont, en fait, depuis la nuit des temps, ils ont tout le pouvoir, quoi. Et ça aussi, c'est ancré. Et je pense que si on arrêtait, et tu vois ça dans la vie de tous les jours, hein, tu vois ça au travail, c'est les hommes, ils ont un salaire supérieur aux femmes, le pays est dirigé par les hommes, les femmes sont toujours dans un second rôle. Et si on arrêtait ça, on arriverait à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Mais pour arriver à cet équilibre-là, c'est
C'est les chats qui se mordent la queue, ou puis de l'œuf ou de la poule, c'est par où on commençait. Et ça commence par les violences. Si on arrêtait les violences, il y aurait un équilibre beaucoup plus intéressant qu'il l'est aujourd'hui. Et si tu vas dans les pays, une fois plus, où les violences éducatives ont été complètement balayées depuis 3 générations, eh bien, la société est beaucoup plus équilibrée. C'est-à-dire que le rôle de la femme est beaucoup plus équilibré avec le rôle de l'homme, et il n'y a plus le fossé comme il existe dans les sociétés où la violence est encore pratiquée. Toi, Mario, concernant la violence, parce que la violence, on a l'impression comme ça que tout le monde sait ce que c'est. Et dans le même temps, quand tu parles de cette violence éducative ordinaire, en tout cas, ça fait 2 ans qu'on est sur le sujet, on se rend compte que finalement, les violences, elles ne sont pas forcément identifiées de la même manière par rapport au point de vue qu'on a, par rapport à notre propre expérience. Et que finalement, la violence étant mêlée à l'amour qu'on porte à nos enfants, cette violence-là, elle n'est pas identifiée. Et est-ce que toi, tu peux nous donner aussi, dans l'expérience que tu as, parce que tu rencontres beaucoup de jeunes et de parents aussi et d'adultes, et dans les actions que tu mènes, est-ce que tu as des exemples sur ce sujet-là? Ce que tu veux dire par là, c'est que on châtie nos enfants parce qu'on les aime. Oui, c'est ça, et que C'est un du coup, on peu ne ça. verrait pas la violence, parce que en fait, c'est pour son bien. Oui, voilà. Mais ça, c'est ce qu'on dit depuis toujours, effectivement. Il y a beaucoup de parents qui disent j'adore mes enfants, je les aime plus que tout au monde, mais ils ont besoin d'être corrigés. On en revient toujours à ce cercle vicieux. C'est qu'un enfant, il est, dans nos mentalités, on est encore là. Et même moi, des fois, encore avec mon fils, je fais ce genre d'erreur. Hein, on fait tous ce genre d'erreur. C'est-à-dire, je vais lui apprendre quelque chose. Et rien déjà que le fait de dire je vais t'apprendre parce que tu ne sais pas, déjà, ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'il y a déjà euh, un apprentissage vertical. Plutôt que de dire je vais t'expliquer, je vais te montrer comment je fais, ou je vais peut-être te montrer comment les gens font en général, et puis tu fais comme tu veux, ça changerait déjà la donne. Et je le fais, je te dis, ça m'arrive aussi encore de faire ça avec mon fils. Donc, je pense que voilà, les parents, ils peuvent être pleins d'amour, ils ont un amour inconditionnel pour les enfants, mais de la façon dont ils ont été éduqués, ils sont là pour dire, je te montre comment il faut faire. Et donc, tu dois faire comme je te montre. Et tu dois aimer ce que j'aime, et tu dois manger ce que j'aime, et tu dois, voilà. Parce que je suis la référence, je sais, je suis l'adulte, toi, tu es l'enfant, tu sais rien. Et c'est toute cette philosophie-là qu'il faut revoir, et il faut pas. L'idée, c'est pas de dire l'enfant fait ce qu'il veut. C'est pas ça. C'est pas l'enfant, on le laisse faire ce qu'il veut. Non, c'est nous, on montre à l'enfant et on lui laisse et le temps et la possibilité qu'il fasse les expériences et qu'il choisisse ce qui est mieux pour lui. Moi, j'adore le poisson. Mon fils n'aime pas le poisson. Je vais lui dire tous les jours, tu vas manger du poisson. C'est extrêmement violent. Par contre, je peux de temps en temps lui dire, tiens, goûte ce poisson-là, je l'aime beaucoup, qu'est-ce que tu en penses? T'aimes pas, c'est pas grave. Il l'aimera peut-être plus tard. Vous voyez, l'idée, là où on est aujourd'hui, c'est qu'on impose aux enfants notre façon de faire et on ne leur laisse pas le choix que eux ils disent, voilà, moi, je n'aime pas le poisson et je préfère manger des carottes. Je ne sais rien. Tu vois? Non, on dit, voilà, moi je sais, ça c'est bien pour toi. Il faut que tu fasses ça. C'est toute cette approche-là qui est à revoir et fait partie de la violence parce que obliger un enfant à manger, parce qu'on parle de ça, à manger du poisson, c'est extrêmement violent s'il n'aime pas ça. Mais il y a des gens qui l'obligent, l'enfant, à faire ça. Quand j'étais petit, on me disait, bah, t'aimes pas ça, très bien,
Enfin, on n'était pas trop violent avec moi, on me disait, t'aimes pas ça, très bien, mais il n'y a rien d'autre. Et le lendemain, on te sert le même plat. Et on dit, ah ben désolé, mais il n'y a rien d'autre. Et puis on sert encore le même plat. Bon, on va dire, oui, je ne suis pas mort. Il n'y a pas de problème. Mais quand même, il y a quand même cette violence-là de tous les jours, tu dis, j'aime pas ça, ça me dégoûte, mais je suis obligé de manger et je finis par le manger, effectivement. Donc voilà, c'est la violence, une fois plus, comme tout le monde va dire, je vais dire pareil, mes parents ont été les meilleurs parents du monde, ils m'ont adoré, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour moi, oui, et ils ont fait plein d'erreurs parce qu'ils ne savaient pas. Si tu veux, moi, je dis toujours une chose qui pour moi est importante. Dire qu'un parent a fait des erreurs parce qu'il ne savait pas, un parent ou un voisin, ou peu importe, les gens ont fait des erreurs parce qu'ils ne savaient pas, ça ne me pose aucun problème. Ça me va. Et tu sais pas, bah, tu sais pas, bah, tu as fait des erreurs parce que tu ne savais pas. Très bien. Maintenant, faire comme quelquefois ça m'arrive dans les projections d'avoir des personnes, des adultes, des parents, ou même voir des grands-parents qui disent ce que vous dites là, c'est très bien. Moi, j'ai toujours frappé mes enfants et je continuerai à le faire. Ça, pour moi, c'est un gros problème. Parce que là, ça vient de la maltraitance explicite et voulue. Avant, c'était de l'ignorance, peut-être. Là, c'est je te fais du mal et je suis content de le faire. Donc, voilà, c'est là, pour moi, c'est là où tous les problèmes se posent à l'heure actuelle, c'est ça, c'est qu'on n'est pas encore, dans certains pays, on n'est pas encore apte à dire, OK, on change, on passe le pas. Comme tu disais, oui, les parents, ils continuent à dire, oui, on a besoin de montrer notre supériorité. Mais parce que c'est ancré c'est ancré dans notre ADN, on va dire. C'est comme ça. Comme il y a encore beaucoup, moins en moins, mais il y a encore beaucoup d'hommes qui disent, moi, ma femme, elle doit faire ce que je veux. Parce que c'est moi le chef. C'est tout ce problème-là. Tout tourne autour de ça, tout tourne autour de la prime enfance. C'est-à-dire que quand tu nais bon, et à fur et à mesure qu'on te formate dans la violence, dans la prise de pouvoir, dans de dire je suis supérieur à toi, on te formate là-dedans et au fur et à mesure, eh ben, tu deviens un adulte. Tu peux devenir un adulte violent. Ça ne veut pas dire que tu deviens vraiment, mais tu peux le devenir. Je donne un autre exemple. Au Portugal, ça fait maintenant une quinzaine d'années que la loi contre les violences éducatives est passée. Quand il y a eu cette loi-là, ça a été vraiment une volonté politique du gouvernement de l'époque. Je ne sais même plus quel gouvernement c'était, peu importe. Mais ils ont voulu faire passer cette loi. Au Portugal, il y avait beaucoup d'enfants battus. Beaucoup. Et comme il y avait beaucoup d'enfants battus, il y avait aussi beaucoup de femmes battues parce que, bon, ça va presque de pair. Eh bien, en moins de 15 ans, aujourd'hui, tu vas dans la rue et tu ne vois plus un parent frapper un enfant. Tu ne vois plus une seule violence faite aux enfants. Ce qui ne veut pas dire que les enfants font ce qu'ils veulent. Une fois de plus, ce n'est pas ça. C'est pas on laisse faire les enfants ce qu'ils veulent. Non, les enfants, ils sont cadrés, mais tu n'as plus du tout cette violence. Et j'ai même vu, j'en parle de ça parce que ça m'avait interpellé. Il y a 4 ans, j'étais à Lisbonne et il y avait une jeune maman, il y a 4 ans, 5 ans, il y avait une jeune maman que je ne sais pas pourquoi, elle était en train de frapper sa fille dans la rue en attendant le bus. Et tu as une vieille dame, mais la vieille dame portugaise, tu vois, la caricature en noir, machin, gna, gna, qui vient et qui dit, Madame, vous savez, maintenant c'est interdit de faire ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais en tous les cas, sur le coup, cette dame, elle s'est arrêtée, elle a dit, bon, ok, je ne fais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez elle, bien sûr, je ne sais pas. Mais au moins sur le coup, il y a eu
quelqu'un qui a eu la possibilité, avec toute la petite gentillesse de la vieille dame, de dire, Madame, maintenant c'est interdit. C'est ça qui va changer les mentalités, si tu veux. C'est que le fait d'avoir cette loi permettra petit à petit que les mentalités évoluent et que aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un frapper un enfant dans la rue, tu peux lui dire, aujourd'hui, vous savez, c'est interdit de faire ça. Faites ce que vous voulez, mais je vous dis, c'est interdit. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on va y arriver, je pense. Et que la société changera. Alors, tu parles de volonté politique. En Suède, effectivement, la loi, quand elle est passée, elle a été accompagnée finalement de grandes campagnes. Au Portugal, j'ai l'impression que ça a été aussi accompagné par le gouvernement. Chez nous, cette loi, elle est passée un peu inaperçue et c'est vrai que bah, les personnes qui sont dans le domaine la connaissent maintenant. C'est plus compliqué au niveau de la société dans sa globalité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi pour que cette loi elle soit plus connue et qu'on puisse se permettre alors au supermarché d'aller voir une dame pour lui dire mais vous savez, ça c'est interdit. Moi, je pense que c'est comme ils ont fait vraiment en Suède et qu'ils ont fait un petit peu au Portugal à moindre échelle, mais c'est de faire vraiment des campagnes de sensibilisation. Comme tu dis, la loi en France, elle est passée. Tu as encore beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a une loi qui interdit les violences éducatives. Mais beaucoup de gens. Et les gens qui pensent qu'il y a une loi qui interdit les violences éducatives, et j'en ai parlé avec quelques-uns, ils disent oui, je sais qu'il y a une loi qui interdit les violences éducatives, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de donner des coups de ceinture, ou qu'on n'a plus le droit de donner des coups de bâton, des choses comme ça. Mais ils ne savent pas ce que c'est que la loi. Ils savent éventuellement qu'il y a une loi qui interdit les violences, et pour eux, les violences, c'est de frapper à en tuer, quoi. Je pense que voilà, la volonté politique, c'est de faire avant de faire de la répression, c'est de faire de l'information. Et c'est surtout par là que ça passe. Parce que si, et je suis d'accord qu'en France, ils ont dit pour l'instant qu'il n'y avait pas de répression par rapport aux violences éducatives, sauf si elles viennent à mettre en danger la vie de l'enfant. Mais sinon, il n'y a pas encore de répression, sauf si c'est des cas répétés. Enfin bref, mais style, tu vois quelqu'un frapper un enfant dans la rue, on ne lui dira rien. Mais il faut surtout passer par l'information. Ce qu'ils ont fait en Suède, qui était extraordinaire, c'est qu'ils avaient fait. Et en fait, faire ça, c'est une volonté. C'est pas que ça coûte vraiment de l'argent, c'est juste une volonté. Et eux, ils ont fait le système de demander à tous les fabricants de tous les produits que tu trouves à la maison, les paquets de pâtes aux produits vaisselle ou j'en sais rien, les packs de lait, de mettre dans le paquet une information sur la violence éducative. Et ils en mettaient dans toutes les langues de leur émigration qu'ils avaient. Et cette politique a duré, je ne sais pas combien d'années, mais plusieurs années. Et si tu veux, à un moment, ils ont pu passer à la phase de dire maintenant, si tu fais de la violence, tu es puni, tu as une amende, tu as des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, tu ne peux plus dire à la personne, tu n'es pas au courant. Voilà. Et de ce fait-là, parce qu'en Suède, quand s'est passée la loi, il faut savoir qu'ils étaient comme en France, ils étaient majoritairement contre cette loi-là. Ils étaient pour les violences éducatives. C'est pour ça que c'était une vraie volonté politique quand je dis ça. Et comme en France, quand la loi est passée, il y avait dans la population 65 ou 67% de la population qui était contre la loi. Mais si on informe, si on donne aux gens la possibilité de comprendre le mal fondé des violences, normalement, les gens ils vont dire, OK, ben, je suis contre les violences. Aujourd'hui, en France, on n'est pas là encore. Mais je dis à 65-67% de la population qui ne comprend pas pourquoi cette loi-là. Même des gens qui ne sont absolument pas violents. Ce qui va encore plus loin, tu vois. Moi, j'ai travaillé pendant de longues années dans l'émission Les Maternelles sur France 5. J'ai fait 13 ans cette émission-là. J'ai fait des débuts jusqu'à la fin.
les gens qui travaillaient dans l'émission, donc qui étaient contre les violences, un jeune papa qui disait, moi, je ne toucherai jamais un cheveu de mes enfants, je ne vois pas pourquoi on ferait quand on ferait une loi, parce que je fais ce que je veux de mes enfants. Tu vois, on est encore là, tu vois, je fais ce que je veux de ma chose, quoi. Voilà, le problème est là, c'est que petit à petit, alors, si tu veux changer les mentalités tout de suite, à mon avis, tu vas dans le mur, parce que c'est pas possible. Il faut amener les gens à qu'ils comprennent d'eux-mêmes que ça ne se fait pas, quoi. Et à partir de là, c'est pour ça que je dis ces 2-3 générations, à partir de là, petit à petit, on peut arriver à qu'on change à qu'on change la vision du monde, quoi. C'est juste ça, c'est comprendre que la violence éducative ne sert à rien, si ce n'est à faire obéir les enfants. Ça marche. Ça marche très bien. Tu arrêtes de faire ça, sinon tu as une baffe, tu t'arrêtes pas, je lui donne une grosse baffe, il s'arrête. Ça marche. C'est sûr que ça marche. Qu'est-ce qu'il a compris, l'enfant? Il a compris qu'effectivement, l'adulte a le droit d'être violent avec moi. Comme le truc le plus courant qu'on entend, deux frères qui se chamaillent, et on dit, t'arrêtes de frapper ton frère, sinon je te file une baffe. Le gamin se chamaille, il se reçoit une baffe. Qu'est-ce qu'il va comprendre, cet enfant, de ça? Il va peut-être comprendre qu'il ne faut pas frapper son frère, mais il va se dire, quand je serai grand, je pourrai frapper. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, la violence éducative, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans nos sociétés qu'il faut donner le temps au temps. Et je pense qu'une des erreurs que nous faisons tous, c'est de dire, puisque la loi est passée, c'est fini, il n'y a plus de violence. Je pense que c'est une erreur qu'on fait tous. Il faut qu'on travaille pour que ça s'arrête, mais il faut laisser le temps que les choses se fassent. Il ne faut pas excuser, c'est pas ça. C'est comprendre que c'est pas facile. Alors, toi, tu es devenu président de l'association Éveil et Sens à Gennevilliers. Tu en fais partie depuis de nombreuses années. Dans cette association, quelles actions vous menez en prévention de ces violences éducatives ordinaires? Ben justement, c'est une association qui s'appelle Éveil et Sens Grandir Ensemble. Donc, c'est une association qui s'adresse à tous les adultes et qui concerne les enfants. Ça concerne les enfants, mais ça s'adresse aux adultes. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de réunions, de festivals, on fait des colloques, des conférences sur tout ça. Mais sur la violence, beaucoup sur la violence, on fait des conférences sur les enfants autistes, on fait des conférences sur les enfants 10, on fait des conférences, voilà. On essaie de sensibiliser au maximum les personnes sur l'enfant, mais l'enfant en tant qu'être humain, et pas en tant qu'un être que tu possèdes. Donc, mais ça, le plus jeune public qu'on a eu, pour qui on travaille, avec qui on travaille, c'est les lycéens. Donc, en dessous, c'est pas nous, c'est d'autres associations. Mais par exemple, les lycéens, tu peux faire des conférences. On a fait une dernière conférence, c'était avec pardon, monsieur Jean-François Bernardini, qui est chanteur du groupe Il Mouvrini, qui est un groupe corse, et qui est un grand partisan de la non-violence. Et il fait beaucoup de conférences avec les jeunes. Et donc, il est venu à Gennevilliers faire une conférence avec 250 lycéens. Ça fait beaucoup de lycéens ensemble. Les professeurs avaient peur en disant, mais on va mettre 250 jeunes dans un centre socioculturel, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, tu avais 250 jeunes. Tu avais monsieur Jean-François Bernardini au bout, sur un bureau, avec un petit micro. Et pendant 2 heures, les jeunes, ils n'ont pas bougé d'un poil. Pourquoi? Parce qu'il leur a expliqué ce que c'était que la violence, etc. Et beaucoup de jeunes, à la sortie, sont venus nous voir en disant, mais on ne savait pas ça. On ne nous a jamais dit ça. Tu vois,
c'est par là qu'on arrive, c'est par les petites choses. Nous une amie à moi et moi, nous travaillons avec les collégiens et les lycéens, mais ça c'est un peu en dehors de l'association, même si on est tous membres de l'association. Mais on fait des ateliers du vivre ensemble avec les jeunes dans les collèges et dans les lycées. Quand on peut, les collèges et les lycées ils nous disent, oui, alors ce serait bien que vous fassiez aussi un petit cours, une petite formation pour les professeurs. Et donc, on travaille avec les professeurs sur tout ce qui est violence, harcèlement, etc. Mais pareil, en fait, on fait exactement pareil que pour les enfants, sauf que c'est un peu plus, on va dire, poussé. Et plusieurs professeurs m'ont dit, à la fin des ateliers, enfin, il y a eu déjà des ateliers style, on a mis deux professeurs ensemble en disant, voilà, toi, tu joues le professeur, toi, tu joues l'élève, toi, tu joues le professeur qui lâche rien, et toi, tu joues l'élève tête de mule qui lâche rien, et tu vas dire à ton professeur, tu n'es pas d'accord d'avoir eu un 0 sur ton interrogation parce que tu voulais au moins un 10. Et bien, à la fin, le professeur s'est mis à pleurer en disant, mais je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Et là, c'est gagné, tu vois. Parce que tu dis, ouais, voilà, il s'est rendu compte d'une chose. Et j'ai eu plusieurs professeurs, parce que dans tout le travail qu'on a fait, qui sont venus me voir en disant, mais Mario, tu te rends compte que ce que tu me dis là en 2 heures, on ne m'a jamais dit pendant toute ma formation. Et donc, je change ma façon de voir les choses. Et c'est un exemple que j'ai donné à un professeur de maths, et après les autres, ils ont dit oui, c'est pareil. Je crois que je t'en avais parlé de ça. Un professeur de maths, je lui ai dit voilà, tu fais une interro. Qu'est-ce que tu fais? Comme tout le monde fait normalement, tu vas entourer en rouge tout ce qui ne va pas dans l'exercice, et tu vas mettre aux jeunes machin, tu vas mettre 10 sur 20. Toujours en rouge parce que c'est comme ça qu'on fait. D'accord. Donc il y a eu 10 sur 20. Juste la moyenne. Très bien. Tu fais l'inverse. Tu prends un stylo vert ou un stylo bleu, peu importe, et tu entoures tout ce qui est bien dans l'exercice de maths. Et tu vas mettre 10 sur 20. Ça ne change rien à la note qu'il a eu, le garçon ou la fille. La seule différence, c'est que tu n'as pas pointé toutes les conneries qu'il a fait, tu as pointé tout ce qu'il a fait bien. Eh bien, j'ai eu ce professeur de maths que je le croisais il n'y a pas longtemps qui m'a dit maintenant, j'écris toujours en vert et je pointe ce qui est bon. Et j'ai beaucoup moins de problèmes avec mes enfants, enfin mes élèves. Quoi. Voilà, c'est encore une chose que, si tu veux, qui fait partie des petits détails qui font qu'on peut changer les visions des choses. Quand tu parles avec un enfant, parce que dans ces cours qu'on fait, sur l'harcèlement, toute forme d'harcèlement à l'école, et que tu as des enfants qui d'un seul coup viennent te dire, pendant le cours qu'on fait, qui viennent te dire, mais je ne savais pas, mais j'ai été un harceleur, et je ne savais pas, et je vais aller demander pardon là parce qu'il est dans une autre classe maintenant, hein. Et ben tu vois, c'est gagné. C'est ça l'intérêt des choses, c'est qu'on peut faire évoluer les choses, on peut aller doucement, mais faire avancer les mentalités. Et sur le coup de l'harcèlement, on a fait un énorme travail ici à Gennevilliers, qui est loin d'être gagné, mais ça a changé pas mal de choses. Petit à petit. Petit à petit. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, le mot qui a été ajouté aux violences, c'était ordinaire. Et ordinaire, c'est parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est habituel et qui est accepté socialement. Et effectivement, comme tu le dis si bien, les gens ne savent pas finalement que c'est de la violence parce que quelque part, comme c'est accepté par tout le monde et que c'est quelque chose de quotidien, habituel, finalement, on ne la voit plus. C'est comme s'il y avait un voile qui était jeté en fait sur cette violence-là. Et c'est très intéressant ce que tu nous dis parce que l'information, la sensibilisation, c'est un moyen finalement d'enlever un peu ce voile et d'éclairer un peu les esprits sur une autre façon de voir cette violence. Et une fois de plus, voilà, c'est intéressant ce que tu dis là aussi parce que la violence n'est pas que entre les murs de la maison et n'est pas que de la famille, même au sens large, ce n'est pas que la famille des enfants, c'est toute la société.
vers les enfants. Donc, là-dessus aussi, je suis toujours très, très modéré parce que je ne veux pas dire on arrête la violence éducative ordinaire parce qu'on dit aux parents il ne faut pas frapper les enfants. C'est on arrête la violence éducative ordinaire parce qu'on dit à la société il faut arrêter certaines pratiques avec les enfants. Parce que tu peux avoir des enfants qui sont très bien entourés chez eux et à l'école, ils peuvent être très mal entourés. Très, très mal. Et cette violence-là, elle existe. J'ai le cas de mon fils, quand il était dans le primaire, il apprenait à écrire et il avait du mal parce qu'il était jeune pour ça. Voilà, il n'était pas encore tout à fait prêt à écrire. Et sa maîtresse, quand il faisait des gourmettes, je ne sais plus quoi, des coloriages, qui passaient et qui prenait son cahier, qui déchirait la feuille en disant c'est nul, tu recommences. C'est pas de la violence, elle n'a pas frappé, elle n'a pas. Mais quand le Victor est arrivé à la maison en pleurs en disant regarde, la maîtresse m'a déchiré mon cahier, c'est extrêmement violent. Et tu vas voir la maîtresse en disant mais madame, mais pourquoi vous avez fait ça? Parce que je suis allé la voir. Et elle dit mais non, c'est parce que je veux qu'il ait un cahier joli. Et tu dis mais non, ça ne va pas. Un autre exemple, parce que dans le primaire, je ne sais pas chez vous, mais ici, on fait des pétales. Tous les jours, ils ont une pétale verte, rouge ou jaune, sinon de pétales de comportement, etc. Et j'étais parti voir la maîtresse parce qu'on avait rendez-vous pour discuter de son évolution à l'école. Et à la fin de la discussion qui était dans la classe, je lève les yeux et je vois qu'au-dessus du tableau noir, enfin, du tableau vert, il y avait tous les pétales de tous les enfants depuis le début de l'année. Et je n'ai pas pu m'empêcher. Alors celui-là, c'est sorti du cœur en disant, mais je lui dis, mais vous allez m'enlever ça tout de suite. Elle me dit, mais monsieur, comment hein, c'est très mal pris. Et j'ai passé 10 minutes à lui expliquer le mal fondé de toutes ces pétales-là. Je dis, vous vous rendez compte que d'abord, déjà, vous donnez des pétales aux enfants, c'est donner des jugements de ce qu'ils font. Deuxièmement, vous affichez dans la classe toutes les pétales de tous les enfants. Ce qui veut dire que celui qui a toujours les pétales rouges, ça va être la tête de Turc, ça va être le bad boy, et donc et tout le monde va se moquer de lui. Et celui qui a les pétales verts tout le temps, ça va être le chouchou de la maîtresse, ça va être, tout le monde va se moquer de lui aussi. Donc vous êtes en train de donner des jugements aux enfants, alors qu'ils n'ont pas besoin d'être en compétition comme ça. Et une fois de plus, tu sais ce qu'elle m'a répondu, c'était une jeune maîtresse, elle me dit, mais ce que vous m'avez dit là, mais je n'avais jamais vu ça comme ça. On m'avait toujours appris à faire ça. Elle s'est levée, elle a tout arraché en disant merci beaucoup. Pour vous qu'elle dise merci, ce n'est pas pour moi. Mais si tu veux, elle a été formatée en tant que maîtresse d'école en faisant de la malveillance. Parce que tu mets les enfants les uns contre les autres. Tu les mets en compétition. C'est pas bien non plus qu'un prof, il dise monsieur machin, alors on commence par les plus mauvais. Alors, résultat, monsieur machin, 2 sur 20, c'est nul. Monsieur machin, je dis au prof, mais pourquoi vous annoncez haut et fort à toute la classe ce que chaque élève a eu comme note? C'est sa note à lui, ça ne regarde pas les autres. Celui qui a un 19, il est tout content, et comme tout le monde a su qu'il avait un 19, il va frimer, et puis les autres vont se moquer de lui parce qu'ils vont être jaloux. Et celui qui a un 2 ou un 0, tout le monde va se moquer de lui parce que c'est un nul et qu'il ne comprend rien. C'est sa note à lui. Je dis, vous, monsieur, quand vous faites quelque chose, on ne va pas vous créer dans la rue ce que vous faites. C'est personnel. Et il me dit, oui, tu as raison. Tu vois, c'est tout ça, c'est tout ce contexte-là qui fait que la société peut changer si on s'y met tous. Une fois de plus, ce n'est pas que les parents, c'est toute la société qui doit changer. Et ce que tu nous dis, Mario, c'est que les violences éducatives ordinaires ont des conséquences sur l'estime de soi et la confiance en soi, quelque part. Bien sûr, bien sûr. Ben, si toute ta prime enfance, on dit que tu es nul, on dit que tu ne comprendras jamais rien, on dit que tu es un bon à rien, eh bien,
qu'est-ce que tu te forges avec ça? Tu vas dire, oui, je suis nul, je suis un bon à rien, je ne comprendrai jamais rien. Je ne sers à rien parce que j'entends. Hein, franchement, qu'est-ce que j'ai fait pour te. J'ai fait au bon Dieu pour te mettre au monde. Tu vois, j'ai entendu ce genre de bêtises. Un enfant qui se développe avec ça, il se développe en se disant, je suis nul. Et quand il devient adulte, il est nul. Et si tu dis à un enfant, là, tu n'as pas réussi, mais continue à essayer, tu vas y arriver, ben, il va progresser. Un enfant, il sait très bien que ce qu'il fait pas bien, il le voit très bien qu'il ne le fait pas bien. Ben, tu dis, ben, tu vas y arriver. Donc voilà, par rapport à ce que tu dis, oui, l'estime de soi, c'est extrêmement important, mais tu ne peux donner l'estime de soi à un enfant que si tu lui fais confiance. Et que ce qu'il ne sait pas faire aujourd'hui, eh ben, il saura le faire demain. Et qu'il faut que aussi la société se mette bien en tête que tous les enfants ne se développent pas à la même vitesse. Et c'est tant mieux, parce que sinon on serait des robots. Mais les enfants, ils se développent à des vitesses différentes. Et quand on dit qu'un enfant, pour aller à la crèche, il faut qu'il soit propre, c'est une grosse bêtise. Parce qu'on met tellement de pression sur les enfants, parce que les parents ont besoin de mettre l'enfant à la crèche pour aller travailler, mais pour qu'il soit à la crèche, il faut qu'il soit propre, etc., etc., etc. Et l'enfant, depuis tout petit déjà, il commence à être dans cette violence de dire il faut que, il faut que, il faut que. Il faut qu'on sache que le cerveau d'un enfant, il se développe au fur et à mesure des années. Il n'est pas avec un cerveau d'adulte. Il naît avec un cerveau de bébé. Et après, ça se développe. Juste pour l'information, est-ce que tu sais, par exemple, à quel âge un cerveau devient adulte? Oui, alors nous, on travaille un peu la question, donc on sait que c'est entre 25 et 30 ans. Voilà, c'est vers Voilà. 25-27 ans. Ouais. Voilà. Voilà. Alors, tu veux un cerveau devient adulte à 25, on va dire 25 ans, pour arrondir les comptes. Et tu veux qu'à 6 ans, 7 ans, l'enfant, il soit comme toi quand tu es un adulte? Ben, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est mathématique, il ne peut pas. Et c'est comme j'entends souvent, quand tu vas faire les courses, au supermarché ou n'importe où, tu entends les parents dire à un enfant au supermarché, arrête de faire tes caprices. Parce qu'il est en train de pleurer, parce qu'il veut la boîte de bonbons, parce qu'il veut la boîte de soda. Hein. Arrête de faire des caprices. Un enfant de 7 ans ne fait pas de caprices. Il ne sait pas faire des caprices. Encore moins un enfant de 5 ans. À 7 ans, il commence à savoir dire ce qu'il veut. Il commence à savoir dire ce qu'il veut. À 5 ans, un enfant ne fait pas de caprices. Il ne sait pas ce que c'est. Par contre, il exprime son besoin. Je veux la boîte de bonbons. Parce que j'ai envie de la boîte de bonbons. Et qu'il est en train de vivre le moment présent. Toi, si je te dis ta boîte de bonbons, demain je vais te l'acheter et puis tu la mangeras après-demain, avec ton cerveau d'adulte, tu dis ok, je sais ce que c'est demain après-demain. C'est-à-dire un enfant de 4-5 ans, je t'achèterai une boîte de bonbons demain, il ne sait pas ce que ça veut dire demain. Il sait que là, il a envie de la boîte de bonbons. Et que c'est la faute des supermarchés qui mettent les boîtes de bonbons bien en évidence pour que les enfants aient envie. Voilà, c'est tout. Et dire à un enfant fait un caprice, l'autre jour, je me suis pris la tête avec un monsieur dans un supermarché avec ça, parce que l'enfant, il va avoir quoi, 4 ans, 5 ans, et lui criait dessus, mais arrête de m'énerver, arrête ci, arrête ça. Hein. Déjà, crier en disant arrête de m'énerver, bon, ça fait bizarre, mais bon. Et il dit, tu arrêtes tes caprices, tu as déjà mangé des bonbons hier, je sais plus ce qu'il disait, un truc comme ça. Je lui dis, mais monsieur, mais il ne fait pas de caprice. Si vous ne voulez pas qu'il veuille manger des bonbons, eh ben, vous ne l'emmenez pas dans le rayon des bonbons. Et puis, si vous voulez, si quand il vient au supermarché, pour lui, supermarché égale bonbons, eh ben, vous trouvez le moyen qu'il ne vienne pas au supermarché. Vous le confiez à un voisin, un ami, je ne sais pas. Et s'il vient parce que vous ne pouvez pas faire autrement, parce qu'il m'a dit, oui, mais je ne peux pas faire autrement. Je dis, mais si vous ne pouvez pas faire autrement, vous acceptez qu'il soit énervé parce qu'il a envie de ses bonbons. La discussion a duré plus de 5 minutes, hein, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, 5 minutes. Mais il était très énervé. Hein. Vraiment très énervé contre moi, après.
Il y a une autre chose qui est extraordinaire, tu discutes avec quelqu'un. Ça m'est arrivé encore, je dis ça parce que c'est des choses qui m'arrivent. De discuter avec une amie que ça fait un an que je n'avais pas. Elle avait son petit-fils à côté qui écoutait la discussion. Un petit-fils qui va avoir 4 ans, 5 ans. Et au bout de quelques minutes, peu de temps, son petit-fils, il dit Mamie, on s'en va. Elle a dit Mais attends, je suis en train de discuter. Elle a raison, elle est en train de discuter. Mais le pauvre gamin qui est là, debout, en train d'attendre, les 5 minutes, pour lui, ça représente des heures. Donc, il n'en peut plus. Et elle commençait à l'engueuler en disant Oui, mais attends, tu vois bien que je suis en train de discuter avec Mario. Et je lui ai dit Non, bah, écoute, on se parle en téléphone, vas-y. Mais tu vois, c'est ça aussi, c'est tu obliges l'enfant à écouter une conversation qu'il ne regarde absolument pas parce qu'il ne comprend rien de ce qu'on est en train de raconter, et tu le grondes en disant Mais reste tranquille. C'est pas logique. C'est pas, c'est ça, c'est des questions de bon sens des fois. Pas, la violence n'est pas seulement la violence physique, mais c'est ces questions de bon sens qui sont quand même violents pour les enfants. C'est le message que j'essaie de passer, mais c'est pas toujours facile. Oui, comprendre les enfants, s'adapter à leur monde aussi, pour leur proposer des choses qui seront capables en tout cas de gérer. Et quand ils ne les gèrent pas et qu'ils ont du mal à les gérer, effectivement, savoir nous, en tant qu'adultes, comment accueillir ça chez l'enfant et réussir à lui donner des outils pour calmer ces émotions qui vit comme des tempêtes, en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est très difficile pour les enfants. Oui. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites parce que, entre autres, les Canadiens, ils sont très, très en avance sur nous parce qu'ils font beaucoup d'études sur le développement des enfants. Et tu vois des choses qui sont, voilà, qui sont étonnantes de ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Et il y a une étude qui est extraordinaire, qui peut être critiquable par moment parce que c'est extrêmement violent. C'est tu prends une maman, après ils font tout un débrief psy, donc ça va, mais tu prends une maman qui est assise dans une pièce et tu fais rentrer son enfant. L'enfant parle, la maman parle, mais la maman ne le touche pas. Mais il parle à l'enfant, et l'enfant rigole, il vient vouloir se mettre sur le genou de la maman lui dit non, mais ils discutent, et ça va très bien. Et après, tu prends, je crois que c'était avec le même enfant, 1 ou 2 jours plus tard, la même scène, et la maman reste de marbre, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas, elle ne dit rien, elle regarde juste l'enfant. Au bout d'1 minute, l'enfant rentre dans une panique. C'est des enfants de 3 ans, par là, tu vois, des petits enfants. Et l'enfant rentre dans une panique énorme parce qu'il n'a pas le regard, il n'a pas l'attention de sa maman. Et pour lui, c'est un monde qui s'écroule. Et donc, il rentre vraiment dans une panique, mais il est vraiment une grande panique. Bon, après, ils arrêtent l'expérience. Et donc, mais c'est pour te montrer que, comme tu dis, c'est une évolution dans le cerveau d'un enfant. Et les émotions, elles sont énormes chez les enfants par rapport à nous. Parce que pour eux, c'est l'instant présent. Et l'instant présent, c'est un monde. Donc voilà, il faut faire très attention à tout ça. Il faut faire vraiment très attention. Parce que aussi bien on peut aider un enfant à se développer d'une façon extrêmement bienveillante et positive, on peut aussi très bien aider un enfant à se développer d'une façon très malveillante et très agressive. Et je pense vraiment que les enfants, quand on dit que ce sont des enfants difficiles, que ce sont des enfants violents, que ce sont des enfants malpolis, que ce sont des enfants... je pense que la plupart du temps, peut-être pas tout le temps, mais la plupart du temps, il y a une responsabilité familiale. Et même, parce qu'on en discute des fois, il y a des gens qui disent oui, mais moi, je touche pas à mon enfant, je le frappe pas, je fais pas ci, je fais pas ça. Et derrière, qu'est-ce que tu fais? Et derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste dire en vitrine, je tape pas. C'est qu'est-ce qui se passe derrière. Et des fois, il se passe des choses, et quand on discute, parce que dans mon cabinet, j'en discute avec des parents, et des fois, ils disent ah oui, effectivement, ah oui, j'ai pas pensé à ça, ah oui, j'ai pas vu ça. Et tout en croyant être bienveillant, ils sont en train de développer une frustration trop forte chez les enfants.
et donc ils deviennent agressifs. C'est pour dire, voilà. Il y a un lien en tout cas. Il y a un lien, il y a forcément un lien. Oui, il y a un modèle et il y a un lien qui existe entre ton comportement violent et ce qu'on t'a appris aussi dans ton environnement. Ouais. Alors moi, j'aimerais te poser une dernière question. Si Oui. tu avais un pouvoir magique, Ouais. qu'est-ce que tu changerais tout de suite là, maintenant? Qu'est-ce que je changerais tout de suite là maintenant? Voilà, c'est compliqué ça. Il faudrait un grand, grand pouvoir magique parce que je changerais la façon de voir, la façon que le monde voit les choses, quoi. C'est surtout ça, quoi. J'arrêterais, le grand pouvoir magique, j'arrêterais la violence, je dirais, avant tout, j'arrêterais la violence psychologique avant la violence physique, tu vois. Si j'avais un grand pouvoir magique, j'arrêterais toute forme de violence intellectuelle, psychologique et autres. Parce que si tu arrêtes celle-là, la violence physique s'arrêtera d'elle-même. Parce que tu n'as plus besoin d'un moment, si tu veux. Si j'ai plus besoin d'être en compétition avec toi pour je ne sais pas quelle raison, ben, j'ai pas besoin d'être violent avec toi. Si je me sens bien quand je discute avec toi, parce que je me sens respecté, écouté, pas forcément compris, mais juste respecté, écouté, j'ai pas besoin de me positionner par rapport à toi, de montrer que je suis capable de, ou que je suis plus fort que toi, ou que j'ai une meilleure idée que la tienne. Non, parce que tu n'as pas besoin d'être d'accord avec moi. Mais si tu respectes mes opinions, bah, tout va bien, tu vois. Donc, c'est plutôt la violence intellectuelle qu'il faudrait arrêter. Alors nous, on espère te voir maintenant c'est le mot à la mode, en présentiel. On espère vraiment que tu viennes présenter ton film à Molsheim en tout cas. Et ça arrivera parce que les choses vont quand même changer à un moment donné. Et on sera ravis, Mario, de t'écouter et de revoir ce magnifique film que tu as réalisé. Et tu me disais que tu étais aussi en train de... Enfin, vous aviez commencé le numéro 2. Ouais. Voilà, qui Très, s'est un très, peu... très, très timidement parce que on a commencé quand le confinement a commencé. Donc, ça fait un an que c'est arrêté, quoi. Mais bon, mais on espère le faire. Voilà. Et nous, on t'accueillera chaleureusement avec un grand plaisir. Voilà, et je laisse Christelle conclure cette Ah, interview. Ah, il y a Carole. Carole. Je voulais juste rajouter quelque chose. Moi, j'ai énormément apprécié la manière d'aborder du côté ethnologique. Quand tu as parlé que vous êtes allé voir des civilisations qui sont très éloignées de nous pour comprendre comment ils fonctionnaient, moi, je trouve que ça contribue à partager la façon de voir différemment les choses dont tu voulais ton pouvoir magique. Et merci pour cette illustration de passer justement par l'ailleurs pour comprendre ce qui se passe chez nous. Merci. Merci, merci. Merci à toi, merci à vous toutes de m'avoir invité. Et j'espère venir pour qu'on se voit de vive voix, parce que c'est quand même, sur un écran c'est bien, mais en vrai c'est mieux. C'est vrai. C'est vrai que c'est important. Et puis, ben moi, j'ai noté le fil conducteur hein, de nos échanges. Et c'est le temps qui m'est apparu très présent. Le temps de laisser à l'inconscient collectif de se déprogrammer, mais aussi à notre ADN. Le temps que, en tant qu'adulte, on peut se mettre en tant qu'injonction que la société peut aussi nous mettre. Et du coup, ce temps que l'on met sur l'enfant, dépêche-toi, grandis vite, donc une double pression. Et puis pour nous, qui sommes convaincus, eh bien le temps de laisser aux autres cette prise de conscience, le temps aux autres générations de le mettre en mouvement. Voilà, cette notion de temps et puis ce temps qui a filé vite avec toi. Et je conclurai comme ça en te remerciant. Voilà. Merci beaucoup. Et je voudrais juste dire une chose aux parents, c'est que
on fait tous des grosses erreurs, et moi le premier, et j'en fais tous les jours des grosses erreurs. Mais une chose qui est le plus important, c'est d'aller le voir en disant « Excuse-moi, je me suis trompé. » Et ça change tout. Parce que si tu vas voir un enfant et tu dis « Parce qu'on s'était énervé, parce que ça ne matchait pas bien, et je suis sorti de mes gonds et j'ai dit des choses méchantes ou j'ai dit des trucs qui n'allaient pas, et je te prie de m'excuser de ça. » L'enfant, au contraire de nous, il va l'oublier tout de suite. Parce que pour lui, OK, c'est fait, il passe à autre chose. Nous, les adultes, on reste avec nos petits trucs et bien on continue à mouliner les petits inconvénients. L'enfant, il passe à autre chose. Donc, au contraire de ce que disent certains parents, je ne m'excuserai jamais devant mon fils. J'invite les parents à justement dire oui, excuse-moi, là, je me suis trompé. Ça n'a aucune importance, je me suis trompé. Voilà, je m'excuse. Et l'enfant, lui, il peut l'accepter beaucoup plus facilement.